Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h08, merci d'être avec nous. Femme, vie, liberté. Vous avez entendu, vous avez vu, vous avez lu ce slogan qui court le monde. La révolte se poursuit en Iran. Au-delà du foulard que les femmes iraniennes ôtent et brûlent, les Iraniens, femmes et hommes, se battent pour leur liberté. Où en est cette révolte? Si l'on arrête de parler de l'Iran, ce sera un bain de sang, répètent les Iraniens révoltés. En Iran, le régime a déjà condamné à mort 5 manifestants depuis dimanche. Nous en parlons dans un instant avec le chercheur Michel Makinski, qui est avec nous dans 2-3 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La révolte se poursuit en Iran, mais quelle révolte? Au-delà du foulard, je le disais, que les femmes iraniennes ôtent et brûlent, les Iraniens, femmes et hommes, se battent pour leur liberté. Où en est cette révolution? Je regarde les relations, par exemple, entre la France et l'Iran, qui sont en train de se détériorer. Emmanuel Macron vient de faire une déclaration, il l'a faite hier. Il a dénoncé depuis le G20 une agressivité croissante de l'Iran à l'égard de la France par des prises d'otages inadmissibles. Il appelle Téhéran à revenir au calme et à l'esprit de coopération. Je reçois, et j'en suis très content, nous sommes très heureux de recevoir Michel Makinski, qui est chercheur, qui est directeur général d'Ageromis, société de conseil qui aide les entreprises françaises, notamment, qui voudraient travailler en Iran. Bonjour Michel Makinski. Bonjour, merci aujourd'hui, de me recevoir. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprises françaises qui travaillent en Iran, il y en a encore? Il y en a encore qui sont en train d'ailleurs de se retirer, non pas à cause de l'impossibilité de faire des affaires, mais le Quai d'Orsay a diffusé une consigne demandant à nos concitoyens de quitter le pays parce qu'effectivement, leur sécurité n'est plus assurée. Oui, Ce qui est d'ailleurs un précédent. Moi, je suis allé un certain nombre de fois en Iran. J'ai toujours été en sécurité. Au jour d'aujourd'hui, j'aurai un visa. Je n'irai pas car je ne considérerai pas en sécurité. Voilà. C'est donc la grande différence. L'une des premières, il y en a tellement. L'une des différences, c'est qu'aujourd'hui, aller en Iran, ce n'est plus être garanti, on n'a plus la garantie de la sécurité si on va en Iran. Pour les Français, en tout cas. Alors, pour les Français. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Parce que ça change tous les jours. On a vu, et on voit des quantités d'images. D'ailleurs, c'est extraordinaire. On voit ce peuple qui se révolte. Je ne parle pas de révolution, volontairement, je parle de révolte. Ce peuple qui se révolte, tous les jours, au quotidien, il y a des actes de révolte. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, comme vous dites très bien, est que nous avons un mouvement de masse. J'emploie ce mot pour éviter, et vous avez bien fait de le souligner, d'utiliser le mot de révolution. Une révolution, soyons clairs, ça veut dire changement de régime. Là, il y a des personnes... J'ai bien fait d'utiliser le mot révolte. Vous avez bien fait de l'utiliser. C'est donc un soulèvement, on peut dire une révolte, oui. On va dire maintenant contre quoi, qui ça couvre et quelles sont les cibles et les objectifs. C'est une révolte massive où l'aspect, on va dire, conditions de vie, économie, cet aspect est passé au second plan. La cible, à partir du décès de la malheureuse jeune femme qui a été maltraitée par la police des mœurs, la cible est très clairement le clergé. Et là, je vais insister sur un point. On voit très bien dans toutes ces manifestations, le guide et le président Razi, qui est un religieux, sont voués aux gémonies, les portraits arrachés, brûlés, etc., morts aux tyrans. Au fond, c'est une révolte contre, non pas la République islamique, mais contre l'adjectif islamique de République. C'est-à-dire, les gens veulent une république, ils ne veulent pas un retour à un régime précédent, mais ils veulent une république où les gens puissent pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Voilà, ce n'est pas une révolte contre le pouvoir, mais c'est une révolte contre le pouvoir islamique. Voilà. Et c'est très très intéressant. D'ailleurs, on voit dans les rues des Iraniennes ou des Iraniens s'approcher d'un mollah et lui arracher, par exemple, son turban. Voilà. Et il y a... Alors, ceci dit, ce n'est pas nouveau. Je m'explique. C'est la consécration, si je puis dire, d'un phénomène très important qui est passé inaperçu du grand public, c'est le déclin absolu des religieux. Soyons clairs, des chiffres. En 2016, qui était l'avant-dernière élection législative, pour la première fois, il n'y a eu que 16 religieux élus
dont 16 élus, alors que pour la première fois, il y a moins d'élus religieux que de femmes, 17. C'était le plus bas niveau historique, mais surtout l'humiliation absolue. 17 femmes contre 16 religieux. Ça veut dire le déclin politique absolu des religieux. Alors, déclin politique des religieux, et pourtant, ils ont le pouvoir. Alors, justement, il y a un contraste. Pardon, je termine sur ce point précis. Les élections législatives suivantes n'ont pas donné mieux, puisqu'il y a 30 élus, c'est-à-dire, en fait, il y aurait dû en avoir 16, mais il y a, comme on dit, une main divine qui a donné un petit coup de pouce. Personne n'est dupe. C'est le déclin politique absolu. Autre déclin très important, quand vous êtes en Iran, le premier constat que vous opérez, c'est que les mosquées sont vides. En dehors des grandes célébrations, les mosquées, on est dans un régime religieux, très intéressant théocratique. Ce que vous dites. Les mosquées sont vides en dehors des grandes célébrations. Troisième mosquée chiite, je rappelle qu'il s'agit de chiisme. Alors, il y a une province, le Baloutchistan, qui est sunnite, où il y a d'ailleurs en plus, une contestation qu'on peut qualifier à la fois de nationaliste et de sunnite, mais c'est marginal par rapport à l'ensemble. Dernière observation factuelle, l'Iranien lambda, quand il regarde cette télévision, dès qu'il voit un religieux, il zappe. Il y a un rejet épidermique de l'ordre de réaction urticaire à l'égard des religieux parce qu'ils incarnent l'hypocrisie, la corruption, et en plus on impose aux gens, on vous dit pas de sexe, pas d'alcool, soyez couverts, etc. Et alors que les religieux ne donnent pas du tout l'exemple de la vertu, et donc vous avez un rejet massif de la population à l'égard du clergé. Ce qui ne veut pas dire que c'est les gens... Ce qui explique que les jeunes femmes ôtent leur voile. Absolument. C'est un symbole, en fait. C'est totalement un symbole. Oui. Et les femmes... D'ailleurs, hier, je discutais encore avec une Iranienne qui me disait nous, les femmes, qu'est-ce qu'on veut ? Si on veut porter le voile, on veut pouvoir le porter. Et si on ne veut pas le porter, on ne veut pas le porter. Mais c'est pas ce n'est pas ni un religieux, ni, pardonnez-moi l'expression, à une fliquette en noir, à me dire que je dois le porter ou pas le porter de toute façon. Oui. Ça, c'est irréversible. En fait, cette révolte est une révolte pour la liberté de penser. Oui, exactement. C'est ça, le fond. Et j'oserais même dire, pour le droit d'exister en tant que personne. Voilà. Et donc, on voit bien les étudiants qui ont viré avec pertes et fracas quand il y avait un responsable du ministère de l'Éducation qui venait leur donner la bonne parole. Le type s'est fait jeter comme un malpropre, on lui lançait tout juste des savates. Enfin, c'était de cet ordre-là. Le fait d'imposer aux gens une manière de se comporter est devenu intolérable. Et là, il y a un pas c'est profond. C'est beaucoup plus profond encore qu'une révolte économique. Complètement. Beaucoup plus profond. Alors, on voit bien sur le plan économique, l'insatisfaction s'était traduite traditionnellement par des révoltes de quelques syndicats, car en Iran, la couverture syndicale est minime. Vous avez surtout le syndicat des conducteurs de bus, le syndicat des enseignants et le syndicat des raffineries. D'ailleurs, c'est celui-là qui est le plus critique, parce que si les ouvriers des raffineries se mettent complètement en grève, ça va mal. Et donc, il n'y a pas du tout, comme chez nous, une couverture syndicale étendue. Et dernier point, il ne faut pas oublier, il n'y a pas non plus de partis politiques comme on l'a chez nous. Vous avez des factions très divisées, aux contours entremêlés, c'est très confus, très compliqué, etc. Vous avez des blocs. Mais donc, on n'a pas une révolte politique organisée. Il n'y a pas de révolte sociale. Il y a une insatisfaction sociale, mais pas une révolte sociale. Il y a des revendications sociales, mais pas une révolte sociale. Si révolte il y a, elle est sociétale. Elle est sociétale. Tant qu'elle reste sociétale, le pouvoir peut tenir en place. Alors, c'est en train de prendre une dimension qui est liée aux maladresses du pouvoir. Je m'explique. Devant ça, le réflexe du pouvoir a dit répression. On a envoyé les Bassidj matraquer les malheureux. Qui sont les Bassidj ? Expliquez-nous. Alors, les Bassidj, c'est une milice de supplétifs qui est rattachée pour une branche militaire au gardien de la Révolution et pour l'autre qui est chargée de faire les basses besognes.
Et police parallèle, quoi. Police parallèle, tout à fait, avec en plus des comités de militants chargés finalement de noyauter la société, d'encadrer au prix moyennant des avantages qu'on crée, des passe-droits pour les inscriptions, des jobs, etc. Et donc on a un peu un encartage, un flicage de la société par ces supplétifs qu'on envoie aussi, pardonnez-moi l'expression, cogner les gens, alors que, je dirais, certaines forces officielles, en dehors de la police anti-émeute qu'on a vu, qui sont des gens extrêmement violents, refusent de faire. Et puis, on voit ce qui est très préoccupant, des tirs à balles de réel sur la population, commis pour certains par des supplétifs, voire y compris par des gens, comme on l'avait vu en 2019, sortis de prison et à qui on a donné un flingue, pardon l'expression. Donc il y a aussi des choses qui sont très parallèles, avec autre élément de répression, à peu près 1000 personnes qui sont en prison. Il y a eu une condamnation à mort tout à fait récente, et il y a eu aussi comment dire, il y a eu on dirait qu'il y a eu 300 et quelques décès côté population, et on pense qu'il y a dû y avoir une vingtaine du côté de ce qu'on appellerait entre guillemets les forces de l'ordre. On est donc, pour répondre à votre question, j'avance ces éléments pour vous dire que ça peut déraper. Ça peut déraper. Et on ne sait pas vers quoi. Et on ne sait pas vers quoi. Pour l'instant, le pouvoir tient. Oui. Il tient pourquoi? Alors, il y a trois scénarios. Le pouvoir, le choix entre scénario 1, la répression très dure en disant on va finir, si vraiment ça dérape, on tirera. C'est le scénario extrême. Il y a un scénario qui est plus probable, dont on voit l'esquisse, c'est que un léger lever de pied sur le voile, c'est-à-dire on va commencer à fermer les yeux, on ne va pas systématiquement matraquer les femmes qui ne portent pas le voile, on va lever un peu, on libère un peu la société, quoi. Un peu, mais à côté de ça, je pense qu'il y a des lignes rouges en termes de répression, et si par exemple les manifestants, je dirais par exemple incendient un bâtiment, etc., la répression peut être très violente. Et enfin, il y a le scénario, le pire qu'il faut espérer éviter, qui serait le scénario bain de sang. On ne doit pas l'exclure, même s'il n'est pas en haut de la pile. Le scénario qui semble, mais je peux être démenti demain matin par les faits, qui semble émerger, c'est un léger lever de pied sur les voiles. Un assouplissement sur les questions de société, sur les questions... Sur le voile. Oui, parce que j'imagine que les mollahs ont bien perçu, bien perçu la détestation qu'ils entraînent dans la population. Et alors, il y a un phénomène en profondeur qu'il faut suivre de très près, qui est très important. Pour l'instant, on peut dire le groupe des gardiens de la Révolution, qui détient une bonne partie du pouvoir, et le clergé, pour l'instant, sont main dans la main. Mais selon notre analyse, en fait, il y a une fissure entre les deux. Et du fait tout simplement que ce clergé est très affaibli. Et il y a en ligne de mire, il ne faut pas oublier, la prochaine désignation d'un successeur du guide dont la santé s'est dégradée. Et ce qui fait que même le camp ultra-conservateur est extrêmement divisé en vue de cette grande bataille. Et par conséquent, ce que nous voyons, d'ores et déjà, cette Iranienne avec qui je parlais hier soir me disait, maintenant, beaucoup de femmes n'ont plus peur, et carrément se dit, je porte le voile bien dans l'air, ou je le porte pas, ou si j'ai envie de le porter, je le porte. Et parce que ce qui est très nouveau, c'est que les hommes sont vraiment apparus à leur côté. Elles ne sont plus seules. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est plus que des groupes de femmes. On voit, les hommes sont de leur côté. Elles reçoivent des encouragements. Dans les manifestations, les hommes sont présents aussi. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Merci, Michel Macasky. Merci, c'est passionnant. C'était passionnant, on a appris beaucoup de choses sur l'Iran. On essaie de comprendre, évidemment, toujours de comprendre. Il faut toujours essayer de comprendre, de savoir. Merci beaucoup. Merci, 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, savoir et comprendre, je le dis, entre 10h30 et midi et demi. C'est l'heure d'André Berkoff.